Bonjour à tous et à toutes et à tous. Sans plus attendre, je vais simplement présenter en quelques mots, pas tout ce qu'il faut, mon ami Ghaleb Bencher. Alors, c'est Ghaleb Bencher, effectivement, vous le savez, est une figure de ce qu'on appelle l'islam du renouveau, l'islam moderne, n'est-ce pas, mais le refondateur, enfin bon, différents termes qui sont employés. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très impliqué, non seulement sur le plan de la pensée, sur le plan de l'écriture, mais aussi sur le plan de l'action. L'action dans l'islam de France. Et c'est ça tout l'intérêt, effectivement, de sa venue aujourd'hui. Il est effectivement, je ne peux pas citer toutes ses fonctions, mais sachez qu'il est quand même toujours président de l'Association mondiale du dialogue, des religions pour la paix. C'est ça. D'accord, c'est ça. C'est ça. Tu me corriges, je ne sais pas. Et ensuite, il a effectivement écrit un certain nombre d'ouvrages. Il a pris des positions courageuses déjà à l'époque, qui étaient sur, par exemple, l'islam et la laïcité. Je ne cite un des thèmes qu'il a pu aborder. Bon, il nous a fait le plaisir d'accepter de venir aujourd'hui pour intervenir sur un sujet qui, effectivement, qui est un sujet chaud, mais qu'on a peu l'habitude de poser, de problème qu'on peut poser, c'est celui de rapport de l'islamologie à l'objet qui occupe tous les esprits, en particulier politiquement, la radicalisation. Alors, effectivement, la question est posée un peu à splash, un peu de manière brutale, en disant qu'est-ce que l'islamologie a à voir avec la radicalisation? Alors, c'est une manière un peu radicale de voir ça. On verra, je pense, au cours de l'exposé, que c'est effectivement, ça a un grand intérêt d'examiner la question de près par rapport au terme islamologie et au terme radicalisation. En tout cas, nous avons demandé à Ghaleb Bencher de nous dire un peu, de nous livrer un petit peu toutes ses pensées, ce que ça peut susciter de réaction chez lui. Et voilà, je lui cède la parole tout de suite. Merci infiniment. Merci, mon cher Bernard. Cher président, tu présides avec maestria cette conférence. Merci pour tes propos laudatifs. Tu as dit que j'ai pris des positions courageuses. Qu'est-ce que c'est que le courage? C'est de faire ce qu'on croit être juste à partir d'une posture juste et qui demeure révisable et interrogeable. Allons-y in medias res, d'emblée dans le sujet. Qu'on se pose des questions, et notamment après l'annus horribilis que nous avons connu en 2015, après ces mois de plomb que nous connaissons, suite à la terreur djihadiste, islamiste, parce qu'il faudrait dire les noms, c'est bon aussi de se donner le temps de la réflexion. Et contrairement à notre cher Premier ministre qui dit qu'il ne faut pas essayer de comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser, ben non, il faut comprendre. Mais qui dit comprendre ne dit pas admettre. Et qui dit analyser ne dit pas excuser. Et qui dit expliquer ne dit pas justifier. C'est essayer de comprendre, vous pardonnez l'anglicisme, what went wrong? Qu'est-ce qui n'allait pas pour arriver à cette situation de terreur, d'attentats, de terrorisme, de violence abjecte. Et le temps est aussi un temps propice à l'investissement intellectuel. Ce n'est pas dans cette maison que je vais insister sur l'importance de la réflexion. Et au risque d'être sévère, nous vivons aussi un temps d'abdication de la raison, d'abrasement de la réflexion, de la négation de l'intelligence, de la démission de l'esprit, voire de la défaite de la pensée, notamment autour de ces questions. Donc saisir l'occasion et de passer en revue tous les facteurs endogènes et les raisons extrinsèques à cette situation complexe, c'est faire un travail avec froideur d'esprit, distanciation, sérénité, et séparation des paramètres. Mon ami Bernard m'a dit qu'il faudrait aller en gros jusqu'à 19h. On a 35 minutes, peut-être une quarantaine de minutes élastiques pour l'exposer.
puis je suis à votre disposition pour le débat. Je répondrai si tant est que je sache répondre à vos questions, parce qu'il y a des choses qui relèvent de l'actualité brûlante et ne sont pas encore arrêtées. Il y a des choses qui relèvent de l'histoire, encore que l'histoire, elle est mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte. Et à ce sujet, il vaut mieux sortir d'une vision nombriliste, européocentriste, linéaire de l'histoire, cloisonnée en Antiquité, Moyen-Âge sans le qualifier de latin, et en Renaissance. Il vaut mieux avoir une vision plutôt panoptique, panoramique de l'histoire, avec une approche globale, comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de cultures et de pensée, mais surtout comme une archéologie du temps présent. Et si je devais prendre une métaphore, c'est celle du médecin légiste et celle du chirurgien. Le médecin légiste, en gros, pas exclusivement, travaille sur des dépouilles mortelles et sur des cadavres froids. Mutatis mutandis, on est dans le temps froid de l'histoire. On essaie de comprendre les raisons en autopsiant le cadavre du décès. Et le chirurgien, lui, opère in vivo. Il a à cœur de sauver son malade. Et là, mutatis mutandis, on est dans le temps chaud, j'allais dire, de l'action. Pareil pour ce qui concerne l'actualité brûlante. Ce qui prime pour nous tous, c'est de faire en sorte que notre patient, et le patient en l'espèce c'est la nation française, mais ce sont aussi des problèmes qui sont d'ordre planétaire. Mais la nation française est résiliente et convalescente. Elle ne peut pas se permettre d'être encore fracturée ou malmenée. Et c'est pour ça que la prise de parole publique doit être aussi à la mesure et à la responsabilité. Donc voilà, alors c'est bien d'aborder ces questions, encore une fois, avec calme, sérénité et réflexion, ayant comme seul arbitre l'entendement humain pour disséquer quasiment au scalpel cette affaire. Islamologie et radicalisation. Votre serviteur, là je ne parle que comme citoyen, qui s'adresse à ses jeunes concitoyens, rien d'autre. Tu as évoqué certains de mes titres, mais c'est plutôt l'homme, le membre de la communauté nationale. Et donc j'étais en train de dire qu'il m'est arrivé de parler, de participer à des colloques, à des symposia, à des congrès, à des conférences intitulées « L'islam est quelque chose ». Pas l'islamologie, mais l'islam. L'islam est quelque chose, et le « et » c'est de « et », de la copule, du verbe être, du verbe de la conjonction, mais pas du verbe être. L'islam est la violence, l'islam est la femme, l'islam est la barbarie, l'islam est la démocratie, l'islam est l'électricité, l'islam est la gazelle, l'islam est toujours quelque chose. Là, j'étais un peu surpris de voir que ce n'est plus l'islam, mais plutôt l'islamologie. Mais l'autre côté, c'est la radicalisation. Et le titre exact qui m'a été donné par Bernard, c'était « Pourquoi déterre-t-on, en quelque sorte, ou faut-il déterrer l'islamologie pour endiguer ou répondre ou comprendre ou expliquer ou dirimer, en tout cas, la radicalisation ?» Eh bien, je m'étais dit, prenons les deux termes. Si vous permettez, commençons par plutôt la radicalisation. On est toujours plus radical que soi. On est toujours plus... on nous trouvera toujours aussi plus radical que soi, déjà. Je ne reviendrai pas sur les aspects purement historiques, sur le parti radical d'une manière générale, ou suite à l'encyclique Conta Cura en 1864 en Espagne, il y avait ce fameux parti intransigeant, radical et intégral, ce qui a donné lieu à la doctrine de l'intégralisme, qui plus tard, curieusement, va donner lieu plutôt à l'intégrisme, dans l'univers certes catholique, et puis il débordera la sphère ou l'univers catholique. Et là, quand on parle de radicalité, de radicalisation, bien entendu, depuis quelques années, mais surtout depuis les histoires de Mera
et par la suite ce que j'ai qualifié d'annus horribilis l'année 2015, il s'agit bien du djihadisme terroriste islamiste. Et vous êtes au courant, donc je ne m'appesantirai pas trop, de la querelle entre ceux qui parlent de la radicalité, ou de l'islamisation de la radicalité, ou de la radicalisation de l'islam. Donc les tenants des thèses d'un Olivier Roy ou les tenants des thèses d'un Gilles Kepel, pour faire simple. Et bien sûr, quand on a un problème comme ça, il est du devoir des pouvoirs publics, le Premier ministre en tête, c'est pour dire que je ne lui en veux pas, au contraire, avait à cœur, et ceux qui sont avec lui, et le gouvernement, et ceux qui président aux destinées de notre nation, de régler le problème. Il va y avoir au Conseil des ministres du 23 avril 2014 déjà, tout un plan de lutte contre le terrorisme. Et ce plan a été adopté au Parlement, les deux chambres réunies, le 4 novembre 2014, donc avec toutes des propositions, des choses sérieuses, 37 propositions, et c'est le député Sébastien Pietrasanta qui va être l'auteur de ce rapport et qui s'occupera de ces choses-là. Ce ne sont qu'aux dernières propositions, à partir de la 34e de mémoire, 33e, 34e, où on a commencé à parler. D'abord, il faudrait que les acteurs, ce ne sont pas les mots exacts, les acteurs de l'islam dans notre pays soient mieux formés, et surtout les ministres du culte soient mieux formés sur le plan juridique, sur le plan linguistique et sur le plan théologique. Bon. Et après, on a évoqué l'idée d'une fondation pour l'islam de France. Ah, bon, ça a été déjà évoqué. Bien. Et les autres propositions n'évoquent pas, ne parlent pas de l'islam en France ou de par le monde. Un mot encore sur cette affaire de radicalisation, de radicalité. J'ai dit tout à l'heure, c'est une situation complexe. Généralement, quand on dit de telle situation qu'elle est complexe, il y a de deux choses l'une. Soit on a envie de se défausser et on dit que c'est complexe et on passe à autre chose. Soit si on le dit et avec la rigueur intellectuelle que nous devons avoir tout le temps présente à l'esprit, eh bien, il faut dire en quoi est-elle complexe. Quitte à ce qu'on trouve le temps plus tard pour passer en revue tous les éléments qui la rendent complexe. Mais là, d'une manière sommaire et concise, elle a effectivement, sans vouloir faire le pédant, le terme technique désormais, c'est une condensation multidimensionnelle ou pluricausale qui font que, malheureusement, il y a une jeunesse qui, du coup, se met à oxyre des gens innocents. Et cette condensation, voire pour certains une sédimentation de différents registres, les uns au-dessus des autres, ou une intrication de plusieurs paramètres, sont les suivants, pour faire simple, encore une fois. D'abord, d'ordre social, il y a la lecture sociologisante. Entendons-nous bien, chacune de ces analyses ou de ces lectures ou de ces approches a sa pertinence propre, mais aucune d'elles n'épuise à elle seule le sujet. Sinon, il n'y aurait pas eu cette approche plutôt générale. Donc, il y a d'abord la strate dite sociale. Donc, on est dans une lecture sociologisante de ces faits dramatiques. Simplement, si on est dans une situation délicate et dans l'indigence matérielle, et on ne se met pas à tuer les gens. Mais bon, il y a pour certains la situation sociale. Il y a aussi une lecture politique des faits, soit en interne au sein de la République française, soit aussi au niveau des rapports internationaux, la situation géostratégique, et l'une influant l'autre aussi. En ce qui concerne la situation politique en interne,
Pour certains, c'est la responsabilité des différents gouvernements successifs qui n'avaient pas pris en charge de larges franges de la nation. Il y a aussi une lecture psychanalytique. L'ouvrage de Fethi Ben Slama, le psychanalyste, de mon point de vue, est un bon ouvrage. Le sur-musulman est une sorte de surmoi islamique, un surinvestissement. C'est comme si on n'est pas assez musulman, donc il faudrait prouver, montrer, vivre, tout faire pour avoir une surislamité en quelque sorte. Et cette approche, cette analyse psychanalytique, de mon point de vue, elle a sa pertinence. Il y a aussi, et là j'irai vite, une approche, une lecture, une analyse de type millénariste, apocalyptique et nihiliste. Ça existe, elle y est. Et aussi une lecture et une approche théologique. D'aucuns ont ajouté, je ne veux pas aller dans la polémique, d'emblée en tout cas, une approche essentialiste et culturaliste. Je ne m'y appesantirai pas et de mon point de vue, ça n'a aucune pertinence. Et tout essentialisme est réducteur, toute généralisation est abusive. Il n'y a pas de pire insulte à l'intelligence que de prendre le structurel pour le conjoncturel ou de prendre l'anhistorique ou l'atemporel, un apostrophe, pour le circonstanciel. Mais en tout cas, ce que j'ai passé en revue comme différentes lectures s'interpénètre et essaye en partie d'expliquer cette situation. Et à mon avis, il faut le faire. Il y a l'action sur le terrain, les forces de l'ordre, le renseignement, la prise de parole publique, à la fois politique et aussi des différents acteurs sociaux, et à mon avis aussi l'information, etc. Donc, pour ce qui concerne le traitement de la radicalisation, il faut le faire. On ne peut pas rester tétanisé à attendre la prochaine attaque. C'est inconcevable. Donc, qu'il faille agir et faire quelque chose, oui, c'est même une nécessité, un besoin impérieux. Maintenant, je reviens à l'islamologie, et puis après, on va voir est-ce que ça se marie, faut-il la déterrer pour lutter contre la radicalisation. L'islamologie, de quoi parle-t-on au juste? Étymologiquement, c'est tenir un discours, un logos, une étude sur le fait islamique ou sur l'islam. Voilà l'islamologie. Un islamologue essaye de tenir un discours rationnel sur l'islam. Ni plus ni moins. C'est l'étymologie même du mot, et l'islamologie a tendance petit à petit à remplacer ce qu'on appelait dès le XIXe siècle l'orientalisme. Simplement, comme on a distingué qu'il y avait deux sortes d'orientalisme, il y avait un orientalisme savant et il y avait, hélas, aussi un orientalisme de pacotille au service de l'œuvre coloniale et qui a propagé des idées de type le mektoub, la soumission, le fatalisme, ce fameux fatum mahométanum qui faisait horreur déjà à Leibniz. Et donc, cet orientalisme-là, à la Salammbô, en quelque sorte, eh bien, on n'arrivait plus à faire le distinguo, on n'arrivait plus à distinguer l'orientalisme savant de l'école allemande, par exemple, de ce fameux orientalisme de pacotille. Et donc, petit à petit, l'islamologie, et à mon avis, c'est pertinent parce que l'islam n'est pas qu'une affaire d'Orient. À l'école pratique des hautes études, l'islam comme religion est classé ou catalogué comme produisant une société savante occidentale, au même titre que le judaïsme et le christianisme. Et que sur une longue ère, ERE, sur une grande ère, AIRE, eh bien, le pourtour méditerranéen, ou la civilisation dite euro-méditerranéenne, était ensemencé par le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien sur le plan religieux et spirituel, mais aussi d'expression gréco-arabe.
Et à un moment donné de l'histoire, pour certains de 711, date à laquelle Tariq franchit le détroit des colonnes d'Hercule, qui depuis lors portera son nom, jusqu'en 1492, date de la découverte du Nouveau Monde. Quand on parlait d'Occident, on parlait d'islam. Les Tatars, les Turkmènes, les Slaves, les Chinois, les Indiens, les Perses, quand ils voyageaient en Occident, ils allaient en terre d'islam. Ils allaient à Saragosse, à Tolède, à Séville, à Marrakech, à Tlemcen. D'autant plus qu'ils n'étaient pas convaincus de la rotondité du monde. Pour eux, au-delà, c'était la mer des ténèbres. Ils n'allaient pas à Paris parce que le bassin était encore boueux pour certains. Ils n'allaient pas à Londres parce que, à ce moment-là, il n'y avait pas encore Robert de Chester, par exemple. Voilà. Et donc, ramener l'Orient à l'islam, quelque part, ce n'est pas tout à fait rigoureux par rapport à cette période, en tout cas au moins de l'histoire. Bien. L'islamologie, maintenant, ce n'est pas que la théologie. On va voir que ça la dépasse. Ce n'est pas la théologie islamique. D'abord, une petite discussion sur l'islam écrit avec petit i ou avec grand i, selon la typographie des éditeurs désormais, parce que comme nous n'avons pas l'équivalent de chrétienté et d'islamisme, la chrétienté dépassant et de loin le christianisme, avec cette idée que c'est l'ère géo-religieuse et civilisationnelle des peuples qui ont embrassé le christianisme comme religion, indépendamment des confessions. Donc ça nous donne la chrétienté. Là, pareil aussi, l'islam, cette fois-ci, écrit avec grand I majuscule, c'est l'espace, la sphère à la fois géographique et civilisationnelle des peuples au pluriel, selon leurs différentes cultures, ayant embrassé la tradition religieuse islamique, cette fois-ci l'islam écrit avec petit i. Quand c'est i minuscule, c'est l'édifice cultuel, spirituel, de la pratique religieuse, etc. Quand c'est écrit avec i majuscule, ça dépasse le cadre proprement cultuel et on est dans des cultures au pluriel et on est dans la civilisation. Bonsoir. Et donc l'islamologie, c'est le traitement, l'étude, le discours rationnel sur la théologie, la philologie, la codicologie, la paléographie, l'historiographie, les arts, les cultures, l'architecture, enfin tout ce que vous voulez, du fait islamique. Du fait islamique. Donc, et donc, comme on parle d'un sinologue qui s'intéresse à la Chine et au peuple chinois, j'ai envie même de mettre à UX au peuple, donc au pluriel, un islamologue ou une islamologue s'intéresse effectivement à ce qui a trait au fait islamique. Quand j'ai parlé de codicologie, eh bien du Coran, de sa fixation, de son histoire, non seulement de son contenu, mais aussi du contenant, de comment il a été fixé, etc., comment il a été colligé, rassemblé. On ne s'arrête pas uniquement à la version classique, la Vulgate d'Othman, le troisième calife, et puis c'est resté comme ça s'est stabilisé, et on a depuis 1923, comme disent les latins, un textus receptus universus ne varietur. Donc non, il y a toute une histoire du texte, par exemple. Quand je parle de philologie, la philologie de la langue liturgique et de la langue véhiculaire de la révélation, en l'espèce la langue arabe. Quand je parle d'historiographie, l'histoire des peuples musulmans. Quand je parle des arts, ce qu'on appelle les arts de l'islam, le 8e département du Louvre en témoigne, etc. Donc, encore une fois, l'islamologie dépasse le simple cadre de la théologie islamique, laquelle théologie, d'ailleurs, malheureusement, est moribonde, ou elle l'a été depuis quasiment le 19e siècle, peut-être même avant. Et il est temps même de la ranimer ou de lui insuffler, en tout cas de la vie, et un nouveau souffle, conformément à la fameuse parole de Dominique Chenu,
la théologie en dehors de son étymologie qui est discourir sur le divin, c'est aussi l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. On ne croit pas de la même façon au 7e siècle qu'au 21e siècle. Conformément cette fois-ci à la parole de saint Anselme de Canterbury, « Fides quærens intellectum ». La foi est toujours en quête d'intelligence. Et cette intelligence, elle est hybride, celle du cœur et celle de l'esprit. Donc, tout le discours sur ce qui a trait à la foi ou pas est important et ça rentre dans le cadre de la théologie si on est dans une sphère monothéiste, bien entendu. Et à cause des clôtures dogmatiques, des enfermements doctrinaux, des glaciations idéologiques, etc., eh bien, la foi s'étiole et on passe uniquement à des considérations de religiosité aliénante. 2 ou 3 mots sur l'islamologie, et puis on va voir, est-ce que, comme disent les Québécois, est-ce que ça adonne, est-ce que ça match, est-ce que ça fonctionne entre la déradicalisation, en tout cas la lutte contre la radicalisation, et l'islamologie. Les islamologues contemporains, et j'ai envie même de lui coller l'épithète savante, l'islamologie savante, l'islamologie moderne, doit prendre en charge toutes les problématiques inhérentes aux faits islamiques. Nous ne pouvons pas décemment, sérieusement, même du point de vue éthique, nous contenter, le nous c'est quel qu'il soit, mais j'ai envie de l'adresser davantage aux musulmans et surtout à leurs hiérarques, après chaque attentat de dire « Halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam ». Et le mot amalgame est un mot arabe. C'est ce qui montre le substrat arabe des langues latines et tout particulièrement du français. Et ce n'est pas la langue des communautaristes. C'est une langue de civilisation, une langue de travail à l'ONU, une langue de diplomatie, une langue de cérémonial des cours, une langue poétique, lyrique, suggestive, belle, et qui ouvre sur un univers, et qu'on a pu triturer pour avoir des concepts aussi philosophiques et scientifiques. Je trouve qu'elle périclite aussi. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas dire « halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam. L'islam est une religion de bonté, d'amour et de miséricorde. » D'abord, ce n'est pas sérieux de parler comme ça, puisque les assassins eux-mêmes se revendiquent de cette tradition religieuse, et ils le font, hélas, nous le savons, mais ils le font, hélas, au nom de Dieu est grand. Et puis, plus grave encore, ce n'est pas pour demander aux uns et aux autres de verser dans l'autoflagellation, dans la haine de soi, dans la critique facile. C'est simplement de dessiller le regard, d'être dans la lucidité, et aussi pour dirimer, pour fendre, éradiquer, contrecarrer ces fléaux. Il faut aussi de l'audace intellectuelle et de la hardiesse de la pensée, et aussi reconnaître les choses calmement et sereinement. Et donc, l'islamologie y permettra, elle doit le faire. C'est d'ailleurs son champ d'action et de réflexion. Certes, en ce qui concerne ces attentats, encore une fois, le fait de se dédouaner par « halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam », ce n'est pas sérieux, parce que les assassins s'en prévalent, mais aussi il suffit de voir qu'à travers le monde, et depuis au moins 2 décennies, si ce n'est plus, il y a un arc de cercle qui va depuis le nord Nigeria jusqu'à l'île de Jolo, passant par la Corne africaine, sans m'appesantir sur cette région du monde qui a vu naître une monstruosité idéologique dénommée Daesh. Et c'est pour la première fois que la langue arabe s'apprête à un anachronisme qui n'a pas de sens. Il y a eu un précédent, mais qui avait du sens. C'est Hamas. Hamas, c'est un excès de zèle, c'est de la ferveur, c'est de l'enthousiasme, mais c'est aussi l'acronyme de le mouvement de la résistance islamique. Et comme on a pris les premières lettres,
Ça a donné Hamas. Hamas veut dire aussi de l'enthousiasme, ou de l'excès de zèle, ou de la ferveur. Bien. Là, Daesh, ça n'a aucun sens. S'il rime avec fahish, mais qui veut dire pervers. C'est comme ça, mais c'est autre chose. Bien. Et alors, pour y répondre, c'est reconnaître, c'est vrai, bon, je ne suis pas venu ce soir verser dans une apologie mièvre, et l'apologétique est un système qui tout de suite donne ses limites. Tout comme l'évangile, la Torah, la révélation coranique, qui se dit propagatrice, continuatrice dans un prolongement naturel des préceptes nobles et des commandements moraux que recèle à profusion, justement la Torah et l'Évangile, il y a un appel à l'amour, à la bonté, à la miséricorde, à la sollicitude, à la prise en compte de l'intérêt d'autrui, au pardon, à la réconciliation, à la magnanimité, à la longanimité. Si je devais agir comme les fondamentalistes, j'aurais pris ce verset coranique, le verset 34 de la sourate 41, qui dit en substance « Quelle meilleure parole que de se remettre à Dieu. La bonne action et la mauvaise ne sauraient aller de pair. Rends le bien pour le mal et tu verras celui dont une inimitié te séparait se transformer en ami et protecteur chaleureux. Mais n'y parvient que celui qui sait faire preuve d'une grande patience, n'y parvient que celui qui est siège d'une grâce infinie. » Il suffit simplement, j'allais dire, de méditer des passages tels que ceux-là. Il y a d'autres passages dits belligènes, violents, de facture martiale. Donc ce travail-là est à mener. Donc le reconnaître. Mais reconnaître aussi l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique, totalement oblitéré, effacé des mémoires, occulté, minoré, ignoré même, par ceux-là même qui se revendiquent de cette tradition religieuse, mais aussi des autres. Donc l'islamologie permettra de l'exhumer, de le découvrir, et si nous avions un peu plus de temps, nous aurions passé en revue aussi le souci de l'homme, l'émergence d'un sujet humain. Et des exemples à travers l'histoire, nous pourrions en donner, à travers l'histoire de la civilisation islamique. Tout ça, malheureusement, est parti dans la régression tragique, dans la régression, parce qu'il y a eu une régression, mais aussi il y en a eu encore davantage dedans. Et reconnaître qu'il y a un corpus dit second, ceux qui veulent minimiser un peu son importance par rapport à un corpus premier, qui se trouve être de la polémologie virulente. Ça existe, hélas, il faut le reconnaître. Et ce sont ceux-là, les criminels, les terroristes, les idéologues, les sermonnaires, les doctrinaires, qui l'ont exhumé aussi. On pourra toujours dire que c'est une construction humaine sacralisée, mais en tout cas, ça existe. Le livre des expéditions existe. Les biographies avec un mélange du merveilleux, du surnaturel, du mystère mélangé avec des éléments de l'histoire, aussi, cela aussi existe. Un droit éculé existe. Fossilisé, cryogénisé, si vous voulez, en tout cas une véritable sclérose en place est là, mais ça existe. Donc le travail de l'islamologie va mettre le doigt, enfin, ce qui est une construction humaine, qui a une longue et lente construction à travers l'histoire, et distinguer le moment islamique qui s'est étendu dans l'histoire du moment coranique lors du ministère apostolique du prophète. C'est aussi un travail islamologique, celui-là. Et permettre, peut-être que je... Ah oui, bon, il reste encore 6 à 7 minutes pour une bonne conclusion. Permettre aussi qu'avec ce travail-là, on puisse sortir, le « on » pronom indéfini, mais davantage en contexte islamique, parce que en France ou en Europe, le climat au-dessus de nos têtes est beaucoup plus clément qu'à Riyad, qu'à Téhéran, qu'au Caire, qu'à Alger, hélas, ou à Khartoum, pour mener ce travail qui dépasse le simple aggiornamento,
parce que si on fait qu'un aggiornamento, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pourquoi? Si on reste dans la raison religieuse dévote, dans la pensée magique, si on ne se soustrait pas à l'argument d'autorité, si on est encore dans les représentations spirituelles, qu'on fasse un travail de réforme ou pas, eh bien c'est comme si on cautérise une jambe en bois. C'est sortir de la raison religieuse dévote pour aller à la raison critique autonome. Ce travail-là n'a pas été fait suffisamment, du moins, pour ne pas être sévère, en contexte islamique. Reconnaître, admettre que la séquence moment Descartes, moment Freud a été totalement ratée. Je dis séquence au sens hegelien du terme. Moment, un moment, c'est-à-dire un moment de rupture, un moment de révolution, un moment de quelque chose de nouveau qui surgit. Donc, le moment Descartes et le moment Freud, et avec ce qu'il y a entre les deux, sans vouloir faire étalage d'une vaine érudition, un Pierre Bayle, un John Locke, un Cesare Beccaria, qui finalement va faire en sorte que le jus canonicum, le droit canon, n'est plus nécessairement le droit en vigueur, ça sera le droit positif. Si on comprenait en contexte islamique qu'il n'est pas nécessaire de juridiciser la révélation coranique, mais plutôt la déjuridiciser sur beaucoup de choses, eh bien peut-être qu'on sera convaincu qu'il y a lieu, il y a place à produire du droit, de la norme juridique, sans l'adosser nécessairement à la révélation coranique. Donc encore une fois, ce travail de réflexion, de recherche, dans toutes les disciplines des SHS, des sciences de l'homme et de la société, appliquées à la tradition, à la religion et à la civilisation islamique, j'ai envie de dire à l'islam petit i, petit et grand i, eh bien, c'est l'œuvre de l'islamologie et de ce point de vue-là, elle est salutaire. Et elle peut aider à la déradicalisation. J'ai la faiblesse de croire qu'elle donnera lieu à un nouvel humanisme, un humanisme qui assume les héritages des peuples, quels qu'ils soient, ceux qui ânent sous des servitudes renouvelées, ceux qui sont chassés de leur demeure et qui se trouvent sur les routes, errants, remembrer les sociétés disloquées, donner de l'espoir à une période, à un moment incertain, à des temps incertains de notre vie, ici même, chez nous en France, qu'un peu partout. Donc ça, c'est nécessaire. Maintenant, il y a tout un modus operandi, on n'a peut-être pas le temps de le passer en revue, c'est effectivement sortir des clôtures dogmatiques, libérer l'esprit de sa prison, dégeler les glaciations idéologiques, sortir des enfermements doctrinaux, respirer un peu, avoir de l'audace véritablement au niveau intellectuel, théologique, etc. Transgresser des tabous s'il le faut. Si on tue les gens avec, en se prévalant de ce sacré, il faudrait une sacrée audace pour s'attaquer à ce sacré. Donc il faut y aller. Et le sacré est devenu obèse en contexte islamique. Il grossit, on n'ose plus rien dire, plus rien faire. Si je reprends la parole de Roger Caillois quand il disait le sacré c'est ce dont on ose s'approcher sans subir une fulgurance, eh bien là on subit partout des fulgurances si on ose aborder tel ou tel aspect qui finalement n'est qu'une construction humaine, il faudrait aussi le savoir. Bon. Et pour dégrossir ce sacré, on fait appel aussi à la batterie de disciplines dans le cadre de cette islamologie savante. Allez, je reviens à la sémiologie, à la médiologie, à la philologie, à la codicologie, à la paléographie, à la théologie, à la psychologie. Enfin, toutes ces disciplines-là doivent y concourir. Et ça formera aussi bien des musulmans que des non-musulmans, des individus, un homo islamicus pour les musulmans plutôt intelligent, j'ai envie de dire, et qu'on sorte de la normativité asphyxiante.
On ne pourra plus jamais dire à une jeune demoiselle, si un garçon voit tes cheveux, lui il fantasme et toi tu vas périr par le feu de l'enfer. Ça fait des dégâts psychologiques. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux intellectuellement parlant. Et ce n'est pas l'idée que nous faisons, que nous soyons de l'élévation spirituelle, de l'éducation, de l'éthique, etc. et de l'humanisme. Bon, donc de ce point de vue-là, l'islamologie, elle est même nécessaire. En revanche, on ne peut pas d'un côté, même chez nos responsables politiques ou d'autres, dire, vous savez, nous faisons attention, on ne fait pas l'amalgame, il ne s'agit pas d'islam ni de musulmans, il s'agit de terroristes, et des radicaux, des jeunes gens radicalisés, etc. Et quasiment dans la même phrase ou dans le même paragraphe, mais il faut réformer l'islam, il faut de l'islamologie, il faut ceci, il faut cela. Mais il faut le dire de deux choses l'une. Où il y a un problème inhérent à l'islam, et il faut le dire, et il n'y a pas de scrupule à le dire, et on en parle, et avec tête froide, j'ai commencé à me passionner, et je déroge à ce que je voulais dire en début d'exposé, soit avoir au moins ce qu'on appelle la radicalité méthodologique et tendresse pour les êtres. Donc au moins avoir, au moins sur ce que nous disons, une certaine, j'allais dire, radicalité intellectuelle, hein, entendons-nous bien. Soit on continue à dire, et je le comprends par souci, c'est responsable. Ça ne plaît pas à certains faiseurs d'opinion, relayeurs d'opinion, là aussi de pacotille, de dire oui, nous faisons attention, nous le comprenons, nous pensons et croyons fondamentalement que nos concitoyens musulmans sont doublement victimes comme membres de la société française. Et n'oublions pas que ce qui s'est passé à Nice, sur les 86 victimes, il y avait 33 victimes musulmanes, et on l'a su par les toilettes mortuaires. Et au même moment, ils sont aussi victimes parce que le regard de leurs concitoyens non musulmans est aussi celui de la suspicion et tout. Donc nous ne faisons pas ce type d'erreur et ce type de confusion. Et juste après, dans la même phrase, oui, mais il faut quand même que l'islam se réforme. Oui, c'est une nécessité. C'est vrai que l'islam enfin, votre serviteur ne parle même pas de réforme, parle d'une refondation de la pensée théologique islamique. C'est plus qu'une simple réforme. Parce que si c'est une réforme dans les clôtures dogmatiques avec la raison religieuse des votes, on tournera en rond. Donc c'est une véritable refondation. Eh bien là, si on exhume, on déterre l'islamologie pour lutter contre la radicalisation, c'est non seulement un non-sens total, c'est aporétique, auraient dit les philosophes, donc c'est pas, avec l'idée de dire oui, mais nous ne faisons pas d'amalgame et nous ne voulons pas stigmatiser les musulmans, etc. Je ne suis pas sûr que, pris comme ça, sauf si je n'ai pas compris ceux qui en parlent, hein, donc j'essaie de répondre à la question qui m'est posée par Bernard, pris comme ça, ce n'est pas pertinent et ce n'est pas opportun. En revanche, étudier et laisser place à l'islamologie pour sortir de l'ornière de ce que j'ai appelé tout à l'heure la régression dans la régression. Un mot sur cette idée de régression dans la régression. D'aucuns disent, parce que c'est difficile de trouver des dates, que le début de la décadence remonte à la mort de Sulayman le Magnifique. 1520-1566, c'est le règne de Sulayman le Magnifique, un des règnes les plus longs de l'histoire, mais pas le plus long. Et après sa mort, étonnamment, 5 ans plus tard, il va y avoir la bataille de Lépante qui mettra fin à la thalassocratie ottomane, le pouvoir sur les mers en Méditerranée de la flotte ottomane. Et puis voilà, un coup d'arrêt, début de stagnation, et hop, colonisabilité, le néologisme n'est pas de moi, et puis décadence, régression, etc. D'autres veulent remonter même beaucoup plus tôt. La rupture, pour certains, est depuis le XIIIe siècle. Averroès est mort en 1198, on est à la fin du XIIe siècle.
etc. Bon, toujours est-il que c'est un début de régression. Après, il va y avoir le mouvement de la Nahda. Ce n'est pas ce qui a été usurpé par des partis politiques, mais le mouvement à la charnière 19e, 20e siècle, qui est celui du renouveau, du réveil, de la renaissance arabe avant tout, pan-arabe, y compris avec les confessions chrétiennes, et arabes judaïsés ou juifs arabisés, si vous voulez. Et après, ça a donné lieu, par exemple, que dans les années 30 en Égypte, quelqu'un comme Ismaïl Adam Ahmed pouvait, en 1937, écrire un ouvrage « Pourquoi je suis athée ?» Et que penseriez-vous, mes amis, qu'on ait fait de lui? L'a-t-on oxy, l'a-t-on bastonné, l'a-t-on brûlé vif dans une cage, l'a-t-on tué? Rien de tout cela. Au bout de quelque temps, un autre écrit un ouvrage « Pourquoi je suis croyant ?» Dans l'Égypte des années 30, on pouvait débattre calmement par ouvrage interposé. On a renoué avec ce qui se passait dans la maison de la sagesse de Bagdad, fondée ou consolidée par Al-Mamoun, le calife Al-Mamoun, 813-833, le fils de Haroun al-Rachid, immortalisé par les Mille et une nuits, suite à un rêve, puisqu'il a rêvé d'Aristote, et puis il fonde la maison de la sagesse, et dans la maison de la sagesse, on pouvait avoir des controverses, sans prendre ses propres références comme base de discussion. Les controverses de la maison de la sagesse de Bagdad vont être les ancêtres de la disputatio chez les auteurs latins, et la disputatio, los disputationes, vont devenir l'ancêtre de la soutenance de thèse pour le grade de docteur de l'université. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, et donc de ce point de vue-là, l'islamologie est nécessaire. J'arrête là. Merci, Ralem. Merci. Merci.